Salut, du coup là on va faire quelques QCM types d'atomistique. Donc le premier ça va être sur le moment dipolaire. Alors là on va vouloir chercher le pourcentage d'ionicité de la molécule NaCl. Donc on sait, donné dans l'énoncé, que le moment dipolaire de NaCl c'est 2,7 10 puissance moins 29 coulomètres. La formule du moment dipolaire c'est mu est égale à delta fois d. Donc ça c'est la charge unité et d la distance entre les deux atomes. Donc la distance entre les deux atomes elle est aussi précisée dans l'énoncé, c'est 2,7 angstrom. La conversion angstrom-mètre c'est 10 puissance moins 10 mètres. La formule au niveau du pourcentage d'ionicité on va avoir cette formule là. Donc delta divisé par E, on l'a, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Mais là le problème c'est qu'on n'a pas delta. Mais delta on va pouvoir le trouver en utilisant cette formule là vu qu'on connaît ça et qu'on connaît ça. Donc on l'isole dans cette formule. Ça c'est des maths, vous avez dû faire ça au collège je pense. Donc du coup ça on le met là, on passe cette formule là dans l'autre. On obtient un mu divisé par d fois E fois 100. Et ça, au niveau du calcul de notre exercice, ça nous donne le pourcentage d'ionicité. C'est égal à mu, donc 2,7 10 puissance moins 29, divisé par d 2,7, attention, le calcul il se fait en mètres, donc fois 10 moins 10, fois E 1,6, 10 puissance moins 19 et le tout fois 100. Alors là, au niveau de là, on va pouvoir faire des simplifications. Déjà, le 2,7 il s'en va, il est en haut, il est en bas. Au niveau des puissances, là c'est une règle des puissances que vous avez appris en 4e. 10 puissance moins 10 fois 10 puissance moins 19, ça fait 10 puissance moins 29. Du coup, on peut l'enlever en haut et en bas. Donc du coup, il nous reste 1 divisé par 1,6 fois 100. Donc on va poser la division euclidienne. Alors ici on se retrouve avec 100 divisé par 1,6. Faire une division avec un nombre 1, c'est trop chiant. Donc au final vous multipliez tout par 10. Ce sera plus pratique. Du coup ici, on prend ça. Et là il faut chercher dans 100 combien de fois on a 16. Alors, donc du coup on cherche. 6 fois 6, 36. Je retiens 3. 1 fois 6, 6. Plus 3, 9. Donc du coup, là on met un 6. Moins 96 ici. On fait notre petite soustraction. Et on baisse le 0. Donc après, 3 fois 16, ça fait 3 fois 6, 18. Et c'est trop. 2 fois 16, ça fait 32. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, moins 32. Il reste 8. Donc, on abaisse. On met un 0 et on met une virgule ici. Et après, il faudrait continuer en théorie. Mais là, dans... Ah, c'est 5. Juste fois 5, ça fait 62,5. Quoi 16 fois 5 Ah ouais, 16 fois 5 16 fois 5, ça fait 80, il paraît. Donc du coup, ça fait moins 80. Et donc du coup, ça tombe juste. C'est cool. Donc du coup, on a fini. Notre moment dipolaire, il est égal à 62,5%. Voilà, j'espère que c'était très clair parce que ça l'était pas beaucoup dans ma tête. Salut! QCM suivant, donc les triplés correspondant au nombre quantique d'une orbitale atomique. Donc là, c'est les propositions du QCM, on va essayer de les faire par élimination. Donc là, je vous ai remis le tableau qui est à savoir extrêmement bien parce que ça tombe au concours assez régulièrement. Donc proposition 1, vous avez 1, 0, 0. Le premier, c'est N, le deuxième, c'est L, et le troisième, c'est N. Donc du coup, là, est-ce que le N, il est bien supérieur ou égal à 1 ? Oui. Le L, il doit être compris entre 0 et N-1.
Donc au final, là, il pourra prendre quoi comme valeur? Il pourra prendre 0 et 0, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Donc voilà, et du coup, le m ne pourra prendre que des valeurs entre moins l et plus l, donc ici entre 0 et 0, donc il est égal à 0. Donc la première est juste. Est-ce que c'est clair? Au niveau du deuxième, ici notre n il est égal à 4. Donc du coup, si notre n il est égal à 4, notre l il va pouvoir prendre comme valeur des trucs situés entre 0 et 3. Ici il vaut 3. Le m, du coup des valeurs entre moins 3 et 3, il vaut moins 2, c'est bon. Donc la deuxième proposition est aussi juste. La troisième, notre n vaut 2. Il est bien supérieur ou égal à 1. Le L, il est égal à n-1, on est bon. Mais le M, normalement, il faudrait qu'il vaille une valeur, du coup, entre moins L et plus L. Donc ici, entre moins 1 et plus 1, ce qui n'est pas le cas. Celle-là, elle est fausse. La quatrième, déjà on voit tout de suite, L est égal à N. Or, il peut prendre des valeurs que jusqu'à N-1, donc ici c'est faux. La dernière proposition, le N il vaut 5. Du coup, le L entre 0 et 4, c'est bon. Et le M entre moins L et plus L, c'est bon. Voilà. On va voir maintenant la composition centésimale de la molécule d'Al2O3. Pour commencer, la première chose à faire, c'est de calculer la masse moléculaire relative de Al2O3. Pour ça, vous prenez la masse atomique relative du premier atome, donc ici ça va être Al, vous faites 26,5, fois le nombre d'atomes d'aluminium dans la molécule, donc fois 2. Vous rajoutez la masse atomique relative de l'oxygène multiplié par le nombre d'atomes d'oxygène dans la molécule. Donc ça fait 16 fois 3. Et du coup, ça vous donne une masse moléculaire pour Al2O3 de 101. Je ne vous détaille pas non plus tout le calcul. Ensuite, pour calculer la composition centésimale, juste de l'aluminium. Pour ça, on prend la masse atomique de l'aluminium fois le nombre de molécules d'aluminium divisé par la masse moléculaire relative, ce qu'on a calculé tout à l'heure. Du coup, pour l'aluminium, ça nous donne aluminium 26,5 toujours, fois 2, parce qu'il y a toujours 2 molécules d'aluminium, divisé par 101. En général, Madame Rabouin, elle est quand même gentille, vu que vous devez faire les calculs de tête, elle fera avec un chiffre qui sera assez proche de 100, genre 95 jusqu'à à peu près 105, 110, pour pas que ça soit trop compliqué. Du coup, vous faites fois 100, et ça vous donne, après calcul, 53%. Vous faites la même chose pour l'oxygène. Donc ça vous donne la masse atomique de l'oxygène fois le nombre d'atomes d'oxygène, donc 3, divisé par toujours la masse moléculaire d'Al2O3. Et donc cette fois-ci, ça vous donne 47, si je crois. Non. 48. Merci. Ça vous donne environ 48%. Vous regardez vos items et ce qui correspond le plus, du coup, ce sera l'item C. Vous faites un petit arrondi, en général, ça sera quasiment ça parce qu'il faut que les deux ajoutés ils fassent 100. Donc là, ça sera 47, exactement. Voilà, c'est clair. Maintenant, on va parler de l'hybridation. Du coup, dans le cas de ce QCM, ça sera pour l'hybridation SP. Donc, on rappelle, hybridation SP, c'est quand il y a 2 directions pour la molécule. Donc, je vous conseille, quand on vous donne une liste comme ça de molécules, vous les écrivez, mais en très détaillé. Par exemple, pour CH4, vous faites ça. Comme ça, vous voyez directement le nombre de directions. Ici, il y a 4 directions dans l'espace, donc il est hybridé.
sp3. Donc là, c'est pas bon. Pour SiCl4, vous faites la même chose, vous détaillez. Pareil, là, l'atome d'Aci, il est hybridé sp3, donc c'est toujours faux. Pour CH3Cn, vous détaillez aussi, sachant que là, c'est le C ici qui nous intéresse. Donc, celui-là, on s'en fiche. Hop, ça nous donne ça. Là, il y a bien deux directions dans l'espace, donc il est hybridé sp, donc cet item-là, il est juste. Et pour celui-ci, pareil, vous redétaillez. Là, pareil, il y a 4 directions dans l'espace. Donc, il est hybridé sp3. Et cet item-là, il est faux. Alors, du coup, la question 5 concerne un diagramme LCAO. Donc, un diagramme LCAO, donc déjà, là, dans le QCM en question, on nous donne le diagramme. Mais éventuellement, on pourrait vous demander de dessiner et d'avoir des QCM en fonction de ça. Donc ici, la prof, elle a fait un petit piège, c'est un QCM des annales. Hein. Elle a mis une couche qui est la couche K, qui est remplie. Normalement, la couche remplie, elle n'apparaît pas, puisqu'en fait, le diagramme LCAO ne va faire intervenir que les électrons de la couche de valence, qui est la couche la plus externe. Donc toujours, pour noter un diagramme LCAO, ça va être sigma S antiliante, sigma PY, pi PX, pi PZ, pi PX antiliante, pi PZ antiliante, et sigma PY. Il y a trois exceptions où on va avoir dans ces exceptions le sigma PY qui va passer en fait entre pi PX, pi PZ et pi PX antiliante, pi PZ antiliante. Donc le sigma PY remonterait finalement d'un niveau. Cette exception c'est pour N2, C2 et B2. Sinon ça se passe toujours dans ce sens-là. Donc le diagramme LCAO, il faut savoir que pour remplir, là il est déjà rempli, mais pour le remplir, on va partir du bas vers le haut. Et on va noter de gauche à droite, en respectant deux règles, la règle de Pauli et la règle de Hund, que je vais vous rappeler après. Du coup, qu'est-ce qui apparaît dans le diagramme LCAO? Les liaisons liantes et les liaisons antiliantes qui vont être notées avec une étoile. Donc il faut savoir qu'en fait, les liaisons antiliantes, c'est ceux qui vont avoir le même spin, et pareil pour les liantes. Donc du coup, plus, moins, moins. Petit bug. Alors, donc ici on nous donne le diagramme LCAO, sauf que des fois on pourrait nous demander de l'écrire. Comment on fait? On peut nous donner une molécule, par exemple soit une molécule type O2, et de faire son diagramme LCAO. Donc d'abord on va devoir noter l'écriture électronique, donc le fameux Klashkovsky avec un S, etc., donc les sous-couches électroniques. On va prendre la couche de valence, c'est-à-dire la couche la plus externe. On compte le nombre d'électrons. Donc si on le fait pour l'oxygène par exemple, et qu'on a, je sais pas, X électrons, comme ça sera du O2, il faut multiplier le nombre d'électrons par 2. Ensuite, donc, on trace notre diagramme LCAO, sachant que l'énergie elle va vers le haut. Hein, et on va placer les électrons du bas vers le haut, comme je l'ai déjà dit, et après de gauche à droite. Donc on a deux principes à respecter. Le principe d'exclusion de Pauli, qui dit que deux électrons ne peuvent pas avoir 4 nombres quantiques identiques. Donc ça veut dire qu'au mieux, s'ils sont dans le même nombre quantique, ils vont avoir un spin opposé. Parce que les nombres quantiques, c'est n, l, m et le spin. Et puis la règle de Hund qui nous dit qu'en fait, si on a plusieurs cases libres, les électrons vont occuper le maximum de place avec un spin positif. Donc quand on est sur par exemple un pi px, pi pz, où on a deux cases, c'est comme si on avait deux cases, on va d'abord remplir pi px, donc à gauche, hein, puis pi pz avec un spin positif, puisqu'en fait les électrons tendent à s'étaler, et après avec un spin négatif. Alors si on revient sur notre diagramme, donc du coup ça c'est le cas, donc le cas il est plein. Alors là on va nous demander d'écrire finalement la notation de la structure électronique. Donc déjà on commence par K, virgule K, puisque ça c'est saturé, donc on s'en occupe pas. Et ensuite on va tout simplement écrire du bas vers le haut en fait. Donc on va noter sigma de S2, sigma de S antiliante 2, sigma de PY 2, pi PX2, pi PZ2. Alors on peut le mettre entre parenthèses, bon ça. Et pi de PX antiliante 2, pi de PZ antiliante 2. Okay, donc là, la notation pour l'item A, elle est juste. Ensuite, pour les items B et C, on nous dit la molécule correspondante diagrammée, paramagnétique ou diamagnétique. Alors en fait, les molécules para et dia, c'est des molécules qui vont avoir des propriétés communes. Donc une molécule va être dite paramagnétique si elle a un électron célibataire.
Un électron célibataire, c'est si on a finalement ça, c'est-à-dire un électron qui est tout seul dans sa case. Donc voilà, donc c'est le cas par exemple de la molécule O2. Et puis une molécule, elle va être diamagnétique s'il n'y a pas d'électron célibataire à l'inverse. Donc là, ça va être le cas par exemple de F2 ou de N2. Alors dans notre cas, on remarque qu'il n'y a pas d'électron célibataire. Donc du coup, c'est l'item C qui est juste. La molécule correspondant au diagramme est diamagnétique. Alors juste une petite précision quand même, il faut savoir que les molécules qui sont de la même famille, par exemple les halogènes, ou on s'en fout, les alcanes ou alcalino-terreux, les molécules de la même famille du tableau périodique vont avoir le même diagramme LCAO. Donc ça c'est important parce que si on vous met 3 diagrammes LCAO et que par exemple il y a 2 halogènes, ils vont avoir le même diagramme. Et puis l'item D et E, on nous demande de calculer l'ordre de liaison ou indice de liaison. Donc l'ordre de liaison c'est quoi? C'est 1/2 du nombre d'électrons liants moins 1/2 du nombre d'électrons antiliants. Donc les électrons liants, c'est ceux qui n'ont pas d'étoile, donc on ne compte pas ceux de K, on compte uniquement ceux de la couche externe, donc la couche de valence. Donc on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/2 de 8, ça fait 4. Les antiliants, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 1/2 de 6, ça fait 3. Ce qui nous fait un ordre de liaison égal à 1. Et donc pour vérifier éventuellement vos calculs, il faut savoir qu'une molécule ne peut exister si et seulement si elle a un ordre de liaison supérieur à 0. Donc en fait, si vous avez un ordre de liaison négatif, c'est ou que la molécule n'existe pas ou que vous êtes planté dans vos calculs. Donc juste une petite précision, quand on a une liaison liante, ça va concerner des électrons de spin opposés qui sont dans la même case. Par contre, si on a une liaison antiliante, c'est 2 électrons de même spin et du coup c'est une liaison qui va finalement éloigner les électrons. Donc dans la question 7, on nous demande de choisir là où les écritures de Lewis correctes. Alors il faut savoir que dans la structure de Lewis, déjà la structure de Lewis elle est déterminable de par la valence de nos atomes. Donc à la limite pour vérifier en fait en Lewis on a les liaisons et les doublés, enfin les doublés liants finalement et les doublés non liants qui apparaissent. Donc ils peuvent être représentés au passage ou par un trait ou par 2 points, hein, c'est juste on fout 2 points ici. Du coup pour ça il faut connaître la couche de valence encore une fois, donc la couche externe de chaque atome. Donc on sait que par exemple l'hydrogène, si on le représente tout seul, c'est un hydrogène avec un point, donc il ne pourra faire qu'une liaison. L'oxygène par exemple, le carbone, donc l'oxygène par exemple si on le représente, 2 doublés non liants et 2 doublés liants. De même avec le carbone qui aura 3 électrons sur sa couche, 4 électrons pardon, sur sa couche externe. Donc en fonction finalement de cette couche de valence de chaque atome, on va pouvoir déterminer la structure de Lewis d'une molécule complète. Alors pour le petit a, donc on a reconnu la molécule H2O. Alors est-ce que c'est juste? Oui, pourquoi? Parce que l'hydrogène, à l'état libre, il a un électron sur sa couche de valence, donc ils ont bien chacun une liaison. Et l'oxygène, il va avoir 2 doublés non liants et un doublé liant. Pourquoi? 2 doublés non liants parce qu'il y a 2 et 2, 4, 5, 6 électrons sur sa couche externe. Donc du coup, là, il partage un électron avec l'hydrogène, il partage un électron avec le deuxième hydrogène, et puis il a donc ses doublés non liants ici. Donc la A, elle est juste. La B, c'est le NH de l'ammoniac. Alors, est-ce qu'elle est juste? Donc on a bien ici notre azote qui forme 3 liaisons, sauf qu'il manque quelque chose, le doublé non liant. Donc du coup, c'est pas une structure de Lewis, donc c'est faux. La molécule C, donc là c'est le CO2. Donc on sait que l'oxygène, il a bien ici... Merde, mince, pardon. L'oxygène a bien ces 2 liaisons, ici et ici. Le carbone a bien ces 4 liaisons du coup. Petit problème, l'oxygène il a ces 2 liaisons, mais il n'a pas ces 2 doublés non liants. Donc celle-ci elle est fausse puisqu'il manque les doublés non liants de l'oxygène. La D CH4, le méthane. Donc chaque hydrogène a bien une liaison, donc partage un électron. Le carbone a bien ses 4 liaisons, donc celle-ci, elle est juste. Et enfin la dernière molécule, qui est une molécule un peu plus complexe. Donc si on part d'ici, le carbone a bien ses 4 liaisons. Ce carbone ici, 1, 2, 3, 4 liaisons. L'oxygène ici a bien 2 liaisons, 2 doublés non liants. L'hydrogène a sa liaison. L'oxygène ici pareil, 2 liaisons, 2 doublés non liants. Le problème, c'est qu'un hydrogène ne peut pas avoir de doublé non liant, c'est impossible, puisque l'hydrogène il n'a qu'un électron sur sa couche de valence qu'il partage déjà par une liaison, puisqu'un hydrogène, on ne peut pas retrouver dans la nature ça par exemple. Pourquoi? Parce que déjà un doublé non liant c'est 2 électrons, donc c'est pas possible, puisqu'il n'en a qu'un sur sa couche de valence, et puis parce qu'un atome ne se balade jamais tout seul dans la nature, sauf quelques exceptions avec les halogènes, enfin les gaz rares, pardon, les gaz rares. Mais du coup,
On ne peut pas retrouver ça. Donc ça, c'est impossible. Il n'y aura jamais de doublé non liant sur un hydrogène.